Chapitre 6. Prenez de la hauteur. La loi du manque de vision. La partie animale de la nature humaine veut que nous soyons le plus marqués par ce que nous pouvons voir et entendre dans le présent. Les dernières nouvelles et tendances, les opinions et actes des personnes de notre entourage, tout ce qui nous semble essentiel. C'est ce qui vous pousse à succomber aux séduisantes promesses de prospérité et de résultats faciles. C'est aussi ce qui vous fait réagir de façon excessive aux circonstances actuelles, vous enthousiasmer ou, au contraire, paniquer en fonction de la tournure que prennent les événements. Apprenez à évaluer les gens en fonction de l'étroitesse de leur vision ou de leur largeur d'esprit. Évitez de vous mêler à ceux qui n'anticipent pas les conséquences de leurs actes, qui sont dans un perpétuel mode réactif. Cette énergie est contagieuse. Guettez les plus vastes tendances qui régissent les événements et soyez à l'affût de ce qui n'est pas immédiatement visible. Ne perdez jamais de vue vos objectifs à long terme. En prenant de la hauteur, vous aurez la patience et la clairvoyance nécessaires pour atteindre tous vos objectifs. Ou presque. Moment de folie. Durant l'été et au début de l'automne 1719, le Britannique John Blunt, 1665-1733, qui était l'un des directeurs de la Compagnie de la mer du Sud, suivait les dernières nouvelles de Paris avec une inquiétude grandissante. Les Français connaissaient une croissance économique spectaculaire, alimentée principalement par le succès de la Compagnie du Mississippi, qui fut fondée par l'Écossais expatrié John Law, afin d'exploiter les richesses des territoires de Louisiane contrôlés par les Français. Law céda des parts de la compagnie, et comme leur prix ne cessait de grimper, des Français de toutes les classes sociales devinrent fabuleusement riches. Le mot « millionnaire » fut créé à cette époque pour désigner tous ces nouveaux riches. Ces nouvelles fâchèrent Blunt et le rendirent jaloux. C'était un Anglais loyal. Grâce au succès de la Compagnie du Mississippi, Paris attirait des capitaux de toute l'Europe. Si ça continuait ainsi, la France serait bientôt la capitale de la finance mondiale, passant devant Amsterdam et Londres. Si la France en arrivait à détenir un tel pouvoir, les conséquences seraient désastreuses pour l'Angleterre, son ennemi juré, surtout si une autre guerre les opposait. Sur un plan plus personnel, Blunt était un homme très ambitieux. Dès son plus jeune âge, ce fils d'un modeste cordonnier voulut atteindre les plus hautes strates de la société britannique. La révolution financière qui balayait l'Europe serait l'occasion pour lui d'y parvenir, croyait-il, en se concentrant sur la popularité grandissante des compagnies par actions, comme celle de Law ou la Compagnie de la mer du Sud. Au lieu de bâtir un patrimoine par la méthode traditionnelle de la propriété terrienne, dont la gestion revient cher et qui engendre quantité de taxes, il était relativement facile de gagner de l'argent en achetant des actions. En outre, les bénéfices étaient exonérés d'impôts. Ces investissements étaient très en vogue à Londres. Blunt avait pour projet de faire de la Compagnie de la mer du Sud la société par actions la plus grande et la plus prospère d'Europe. Mais John Law lui vola la vedette par une opération audacieuse pour laquelle il reçut le soutien total de l'État français. Pour son salut et pour le futur de l'Angleterre, Blunt n'avait plus qu'à imaginer une entreprise encore plus florissante. La Compagnie de la mer du Sud fut fondée en 1710 pour gérer une partie des dettes colossales du gouvernement britannique, en échange de quoi la société se vit accorder un monopole sur tout le commerce anglais avec l'Amérique du Sud. Au fil des ans, la compagnie ne fit presque pas de commerce, mais elle servit de banque officieuse pour le gouvernement. Grâce à son poste à la direction de l'entreprise, Blunt tissa des liens avec les Anglais les plus riches et puissants, comme le roi George Ier, 1660-1727, en personne, qui devint l'un de ses principaux investisseurs et fut nommé gouverneur de la compagnie. La devise de Blunt était « Vois grand », et il s'efforça d'être à la hauteur. Il se creusa la tête pour trouver un moyen de surpasser les Français. En octobre 1719, il finit par trouver un plan qui ne démentait pas sa devise et dont il était sûr qu'il changerait le cours de l'histoire. Le plus gros problème auquel le monarque anglais était confronté à l'époque
était l'immense dette accumulée ces 30 dernières années à cause des guerres menées contre la France et l'Espagne, qui avaient toutes été financées par l'emprunt. La proposition de Blunt était simple et assez stupéfiante. La Compagnie de la mer du Sud verserait au gouvernement une coquette somme afin de reprendre entièrement la dette, évaluée à 31 millions de livres. En échange, la compagnie recevrait le paiement des intérêts annuels de la dette. Ensuite, la société privatiserait cette dette et la vendrait comme s'il s'agissait d'une marchandise sous forme d'action dans la Compagnie de la mer du Sud. Une action équivaudrait à 100 livres de dette. Ceux qui avaient prêté de l'argent au gouvernement pourraient convertir leur reconnaissance de dette en leur équivalent en actions de la Compagnie de la mer du Sud. Les parts restantes seraient vendues au public. Le prix de vente d'une action débuterait à 100 livres. Comme pour toutes les actions, ce prix fluctuerait. Mais dans ce cas, si tout se déroulait comme prévu, le prix ne ferait que grimper. La Compagnie de la mer du Sud avait un nom intrigant qui laissait présager qu'elle commencerait bientôt à exploiter les immenses richesses d'Amérique du Sud. C'était aussi le devoir patriotique des créditeurs anglais de participer au projet puisqu'ils contribueraient à épurer la dette tout en gagnant potentiellement beaucoup plus d'argent que les paiements annuels des intérêts que le gouvernement leur versait. Si le prix de l'action s'envolait, comme il le ferait certainement, les acheteurs pourraient céder leur part en engrangeant des bénéfices et la compagnie pourrait se permettre de verser de confortables dividendes. La dette pourrait être transformée en richesse comme par enchantement. Ce serait la réponse à tous les problèmes du gouvernement et cela vaudrait à Blunt une renommée durable. Quand George Ier eut vent de la proposition de Blunt en novembre 1719, il ne savait pas trop qu'en penser. Il ne comprenait pas comment une chose négative, une dette, pouvait être instantanément transformée en une chose positive. De plus, ce nouveau jargon de la finance lui passait complètement au-dessus de la tête. Mais Blunt discourait avec une telle conviction qu'il se laissa gagner par son enthousiasme. Après tout, il promettait d'éliminer d'un seul coup les 2 plus grosses échardes qu'il avait dans le pied, et il était difficile de résister à une perspective aussi attrayante. Le roi était très impopulaire. C'était même l'un des rois anglais les plus impopulaires, mais ce n'était pas totalement sa faute. Il n'était pas anglais de naissance, mais allemand. Précédemment, il avait été duc de Brunswick et électeur de Hanovre. À la mort d'Anne d'Angleterre en 1714, Georges était son plus proche parent protestant vivant. Mais lorsqu'il monta sur le trône, ses sujets ne l'apprécièrent pas. Il parlait anglais avec un accent terrible, il avait des manières de rustre, et il était toujours avide d'argent. Malgré son âge avancé, il courtisait en permanence d'autres femmes que la sienne, même si aucune n'était particulièrement attractive. Durant les premières années de son règne, il y eut plusieurs conspirations pour le renverser, et la population aurait apprécié le changement, si elles avaient réussi. Georges Ier voulait désespérément démontrer à ses nouveaux sujets qu'il pouvait être un bon roi, à sa façon. Ce qu'il détestait le plus, c'étaient les dettes écrasantes que le gouvernement avait contractées avant son ascension au trône. Georges était presque allergique à toute forme de dette, comme si on lui suçait son propre sang. Blunt lui offrait là l'occasion d'effacer la dette et de ramener la prospérité en Angleterre, renforçant du même coup la monarchie. C'était presque trop beau pour être vrai, et il pesa de tout son poids pour faire accepter la proposition. En janvier 1720, il chargea le chancelier de l'Échiquier, John Hay Labby, de présenter l'affaire au Parlement qui devait exprimer son assentiment en votant une loi. La proposition de Blunt se heurta presque immédiatement à une forte opposition de la part de plusieurs députés, certains la trouvant absurde. Pourtant, durant les semaines qui suivirent le discours d'Hay Labby, les adversaires ne purent qu'observer avec consternation leur rang se clairsemer peu à peu. Des actions dans l'entreprise avaient été offertes par anticipation aux Anglais les plus riches et puissants, y compris d'éminents membres du Parlement qui, entrevoyant les bénéfices personnels qu'ils ne manqueraient pas d'en tirer, s'empressèrent d'approuver la loi. Quand la loi fut votée en avril de cette même année, Georges Ier se rendit en personne au siège de la compagnie et versa 100 000 livres en échange de parts dans la nouvelle entreprise. Il voulait donner un gage de sa confiance dans l'opération,
Mais ce n'était pas nécessaire, puisque la mobilisation générale pour le vote de la loi avait attiré l'attention du public, et l'intérêt suscité par les actions dans la Compagnie de la mer du Sud avait déjà atteint son paroxysme. Le cœur de l'activité se situait dans Exchange Alley, un quartier de Londres, où la majorité des actions étaient vendues. Les ruelles étroites desservant l'allée étaient de plus en plus encombrées de jour en jour. Au début, c'était surtout les riches et les influents qui venaient en calèche acheter des actions. Parmi les acheteurs, il y avait aussi des artistes et des intellectuels, dont John Gay, Alexander Pope et Jonathan Swift. Bientôt, Sir Isaac Newton se sentit irrésistiblement attiré et investit une bonne partie de ses économies, soit 7000 livres. Toutefois, quelques semaines plus tard, il fut rongé par le doute. Le prix grimpait, mais comme ce qui monte finit souvent par retomber, il décida de revendre ses parts, doublant par la même occasion son investissement initial. Les rumeurs se mirent bientôt à circuler sur le début des échanges de la compagnie avec l'Amérique du Sud, où toutes sortes de richesses étaient enfouies dans les montagnes. Cela ne fit que verser de l'huile sur le feu et des spéculateurs de tous les horizons convergèrent vers Londres pour acheter des parts dans la Compagnie de la mer du Sud. On disait que Blunt était un alchimiste de la finance qui avait découvert le secret permettant de transformer une dette en richesse. À la campagne, les fermiers retirèrent leurs économies de leurs cachettes sous leurs matelas et envoyèrent leurs fils et leurs neveux acheter autant d'actions que possible. La fièvre gagna les femmes de toutes les classes sociales qui, normalement, ne se mêlaient pas de ce genre d'affaires. Les actrices jouaient du coude à coude avec les duchesses dans Exchange Alley. Pendant ce temps, le cours de l'action ne cessait de grimper, dépassant 300 livres et bientôt 400 livres. Comme la France avant elle, l'Angleterre connut un boom spectaculaire. Le 28 mai, le roi célébra son 60e anniversaire et même si c'était un monarque réputé pour sa frugalité, il donna la réception la plus somptueuse que l'on ait jamais vue, avec d'énormes tonneaux remplis de Bordeaux et de Champagne. L'une des invitées fit étalage de sa richesse nouvellement acquise en incrustant sa robe de pierres précieuses valant plus de 5000 livres. Partout dans Londres, les riches rasaient des maisons pour en faire construire de beaucoup plus grandes. Les portiers et les valets quittaient leur travail, achetaient de belles calèches et embauchaient à leur tour des portiers et des laquais. Une jeune actrice gagna une telle fortune qu'elle décida de se retirer. Elle loua un théâtre pour faire ses adieux à son public qui l'adorait. Un soir, à l'opéra, une aristocrate fut surprise de voir son ancienne bonne qui occupait une loge plus chère que la sienne. Dans une lettre à un ami, Jonathan Swift écrivit « Je me suis enquis auprès de certains qui revenaient de Londres de la religion qui est pratiquée là-bas. Ils me répondirent que c'étaient les actions de la mer du Sud. Quelle est la politique en vigueur en Angleterre? La réponse est la même. Quel est le commerce? Toujours la mer du Sud. Et quelle est l'activité? Rien que la mer du Sud. » Au milieu de cette fièvre acheteuse, John Blunt se tenait debout à la pompe, faisant tout son possible pour stimuler l'attrait des actions de la mer du Sud et alimenter la hausse de leur cours. Il vendit les parts dans diverses souscriptions, offrant de généreuses conditions de paiement, exigeant parfois seulement 20% en avance pour entrer au capital. Pour 400 livres investis, Blunt en prêtait 300. Il voulait entretenir la demande et faire croire aux gens qu'ils risquaient de passer à côté de leur unique chance de devenir riches. Bientôt, le cours dépassa 500 livres et continua à grimper. Le 15 juin, il fixa un prix de souscription astronomique de 1000 livres avec seulement 10% de la somme comme acompte initial et des versements de 10% répartis sur 4 ans. Il était difficile de résister à de telles conditions. Le même mois, Blunt fut fait chevalier par le roi. Devenu baronnet, Sir John Blunt était au sommet de la société britannique. Certes, il n'était pas particulièrement séduisant et pouvait être assez pompeux. Mais il rendit tant de gens riches qu'il était devenu la célébrité la plus appréciée d'Angleterre. Tandis que les riches et les puissants se préparaient à quitter Londres pour l'été, l'atmosphère était au beau fixe. Blunt affichait un air confiant et insouciant, mais derrière cette façade,
il ressentait de l'inquiétude qui commençait à virer à la panique. Il y avait tant de choses qu'il n'avait pas prévues. Il avait inspiré par inadvertance une vague d'entreprises spéculatives, certaines fondées sur des idées légitimes et d'autres manifestement absurdes, comme le développement d'une roue au mouvement perpétuel. Touchés par cette frénésie, les gens plaçaient leur argent dans ces nouvelles sociétés par action. Chaque livre investi dans ces entreprises était une livre qui n'allait pas dans la Compagnie de la Mer du Sud. Ce problème ne faisait qu'empirer puisque les liquidités n'étaient pas inépuisables en Angleterre et il y avait des limites au crédit qu'ils pouvaient proposer. De plus, les gens commençaient à dépenser leur argent dans des terres puisque ça leur paraissait un investissement plus sûr pour l'avenir, revendant souvent à cette fin leur part dans la Compagnie de la Mer du Sud. D'ailleurs, Blunt le faisait lui aussi, à l'insu du public. Fait encore plus inquiétant, les Français ne croyaient plus au trésor caché du Mississippi et récupéraient leur mise. Les liquidités se faisaient rares et l'économie française plongea dans une brutale dépression. Cela finirait certainement par affecter l'atmosphère londonienne. Blunt devait agir avant que les gens ne rentrent de vacances. Travaillant main dans la main avec le Parlement, il fit adopter le Bubble Act de 1720, interdisant toutes les sociétés par action qui n'étaient pas approuvées par une charte royale. Cela mettrait un terme à la bulle spéculative. Mais cette solution eut des conséquences qu'il n'avait pas prévues. Des milliers de gens avaient investi leurs économies dans ces nouvelles sociétés et puisqu'elles avaient été déclarées illégales, ils n'avaient plus aucun moyen de récupérer leur mise. Leur seul recours était de vendre leurs actions de la Mer du Sud. Beaucoup de ceux qui les avaient achetées à crédit devaient effectuer des remboursements qui n'étaient plus dans leurs moyens. Eux aussi voulurent récupérer leur investissement. Le cours de l'action de la Compagnie de la Mer du Sud se mit à chuter. En août, une foule de gens tentant désespérément de vendre leur part s'amassa devant le siège de la compagnie. À la fin du mois d'août, Blunt céda lui aussi au désespoir et décida de lancer la 4e souscription, cette fois encore moyennant 1000 livres. Les conditions étaient encore plus généreuses qu'auparavant et de surcroît, il promettait un dividende de 30% à Noël qui serait suivi par un dividende annuel de 50%. Des investisseurs se laissèrent à nouveau séduire par ces conditions alléchantes, dont Sir Isaac Newton. Mais d'autres qui semblaient revenir à la réalité commencèrent à s'interroger. Comment une compagnie qui n'avait pas encore fait de commerce avec l'Amérique du Sud et dont le seul actif tangible était les intérêts que le gouvernement payait pour ses dettes, pouvait se permettre de verser de tels dividendes? Ce qui avait paru être de l'alchimie ou de la magie se révéla être une véritable escroquerie. Au début du mois de septembre, les cessions des parts tournèrent à la panique, car tout le monde se précipitait pour convertir des actions de papier en quelque chose de tangible, comme des pièces ou un métal quelconque. Le vent de panique, qui ne faisait qu'empirer, manqua balayer la Banque d'Angleterre qui faillit être à court de liquidités. Il était clair désormais que la partie était terminée. Beaucoup de gens perdirent leur fortune et les économies de toute une vie dans la chute soudaine des cours. Isaac Newton y laissa 20 000 livres, et depuis ce moment-là, la simple mention de finance ou de banque le rendait malade. Les gens essayaient de vendre tout ce qu'ils pouvaient. Bientôt, il y eut une vague de suicides, y compris celui de Charles Blunt, le neveu de Sir John, qui se trancha la gorge après avoir eu vent de l'étendue de ses pertes. Blunt fut poursuivi dans les rues et faillit être assassiné. Il dut quitter Londres au plus vite. Il vécut jusqu'à la fin de sa vie à Bath, vivant très modestement du peu qui lui restait après que le Parlement eut saisi presque tout l'argent que lui avait rapporté la Compagnie de la Mer du Sud. Peut-être que son isolement lui permit de réfléchir à l'ironie du sort. Il avait changé le cours de l'histoire et s'était assuré une éternelle célébrité comme étant celui qui avait monté l'escroquerie la plus absurde et destructrice jamais imaginée dans le monde des affaires. Interprétation. John Blunt était un homme d'affaires pragmatique, déterminé, qui n'avait qu'un seul objectif, faire fortune. Durant l'été 1719,
cet homme pourtant extrêmement réaliste, fut pris d'une fièvre soudaine. Lorsqu'il apprit ce qu'il se passait à Paris, il fut frappé par la signification que cela pouvait avoir pour lui. Il lut des récits détaillés relatant de quelle façon des Français ordinaires étaient soudain devenus riches. Avant cela, il n'avait jamais imaginé que des investissements dans des sociétés par actions pouvaient générer des résultats aussi rapides. Mais les preuves étaient irréfutables. Il voulait faire profiter les Anglais de telles opportunités, et en élaborant son plan, il imita naturellement de nombreux aspects du montage financier de l'eau, tout en augmentant son ampleur. Ce qui est frappant ici, c'est qu'une question assez évidente n'est jamais semblé lui traverser l'esprit. Le stratagème reposait sur la hausse du cours de l'action. Si ceux qui convertissaient leur reconnaissance de dette du gouvernement en actions versaient 200 livres par part au lieu de 100 livres, ils recevraient moins de parts, ce qui permettrait à la Compagnie de la Mer du Sud d'en vendre plus au public et de faire plus de profit. Si les actions étaient achetées de 100 livres, elles valaient davantage si leur cours continuait à grimper et si elles étaient vendues à un moment donné. La hausse du cours attirerait d'autres créditeurs souhaitant convertir leurs parts et plus de gens pour les acheter. Tout le monde ne serait gagnant que si le cours continuait à grimper. Mais comment le cours pouvait-il continuer à grimper s'il n'était pas fondé sur des actifs tangibles comme le commerce? Si le cours se mettait à chuter, comme cela serait inévitablement le cas, la panique finirait par gagner le public qui perdrait toute confiance, ce qui déclencherait une réaction en chaîne. Comment Blunt pouvait-il ne pas l'avoir prévu? La réponse est simple. Le cadre temporel mental de Blunt avait rétréci à tel point qu'il était incapable d'anticiper l'évolution des événements sur plusieurs mois et de réfléchir aux conséquences. Subjugué par ce qu'il se passait en France et imaginant toute la richesse et le pouvoir qu'il était sur le point d'obtenir, il se contentait de se concentrer sur le présent et de s'assurer que le dispositif était lancé avec succès. Sa réussite initiale l'incita à imaginer que l'affaire était lancée et qu'elle poursuivrait longtemps sur cette voie. Au fil du temps, il comprit qu'il devait accélérer la hausse du cours et la seule façon d'y arriver était d'attirer plus d'investisseurs par de généreuses conditions de crédit au risque de fragiliser davantage encore le système puisque cette solution engendrait de nouveaux dangers. Le Bubble Act et les généreux dividendes accentuèrent les risques immédiats, mais à ce moment-là, son cadre temporel avait rétréci au point qu'il ne voyait pas au-delà d'une échéance de quelques jours. Si seulement il pouvait garder le navire à flot encore une semaine, il trouverait une nouvelle solution. Mais le temps finit par lui manquer. Quand les gens ne voient pas le lien entre leurs actes et leurs conséquences, ils perdent prise sur la réalité. Plus ça va loin, plus cela ressemble à de la folie. La folie qui s'empara de Blunt ne tarda pas à gagner le roi, le Parlement et finalement toute une nation pourtant renommée pour son bon sens. Lorsque les Anglais virent leurs compatriotes gagner d'importantes sommes d'argent, cela devint un fait établi, le montage était une réussite. Ils perdirent à leur tour leur capacité à anticiper les conséquences de leurs actes dans un délai de quelques mois. Voyez ce qui arriva à Sir Isaac Newton, parangon de rationalité. Au début, il fut lui aussi contaminé par la fièvre. Mais au bout d'une semaine, son esprit logique parvint à entrevoir les failles du système, donc il vendit ses actions. Puis il constata que d'autres avaient empoché beaucoup plus que ces dérisoires 14 000 livres, et cela l'ennuya. En août, il investit de nouveau, même si le moment ne pouvait être plus mal choisi. Sir Isaac Newton avait à son tour perdu la capacité de songer au lendemain. Un banquier hollandais, qui fut témoin de la scène qui se déroulait dans Exchange Alley, déclara « On aurait dit que tous les fous s'étaient échappés simultanément de leur asile. » Quelle leçon tirer de cet exemple? Nous, les êtres humains, avons tendance à vivre dans l'instant présent. Cela provient de notre part animale. Nous réagissons en premier lieu et en priorité à ce que nous voyons et entendons, à l'aspect le plus dramatique d'un événement. Mais nous ne sommes pas seulement des animaux qui vivent dans le présent. La réalité humaine englobe le passé, tous les événements sont liés à d'autres qui se sont produits auparavant dans un enchaînement infini de causalité historique. Tous les problèmes actuels plongent leurs racines dans le passé. Cela englobe aussi le futur. Tous nos actes ont des conséquences qui se prolongent dans les années à venir.
Quand nous limitons notre pensée à ce que nos sens nous communiquent, à ce qui est immédiat, nous tombons au stade purement animal dans lequel nos capacités de raisonnement sont annihilées. Nous ne comprenons plus ni pourquoi ni comment les événements se produisent. Nous croyons qu'un système qui a porté ses fruits quelques mois ne pourra que devenir meilleur. Nous ne réfléchissons plus aux conséquences possibles de ce que nous déclenchons. Nous réagissons aux événements dans le présent en nous appuyant sur une petite pièce du puzzle. Naturellement, nos actions conduisent alors à des conséquences fâcheuses, voire à des désastres, comme l'éclatement de la bulle financière de 1719 ou, plus récemment, de 2008. Pour compliquer les choses, nous sommes entourés de gens qui réagissent en permanence et qui nous maintiennent davantage encore dans le présent. Les commerciaux et les démagogues jouent de cette faiblesse de la nature humaine pour nous faire miroiter la perspective de gains faciles et de gratification immédiate. Notre seul antidote est de nous entraîner à nous détacher en permanence de la pression immédiate des événements et à prendre du recul. Au lieu de nous contenter de réagir, nous devons prendre du recul pour observer tout le contexte. Nous devons envisager les différentes ramifications possibles de toutes les actions que nous entreprenons. Nous devons garder à l'esprit nos objectifs à long terme. Souvent, en prenant de la hauteur, nous décidons finalement qu'il est préférable de ne rien faire, de ne pas réagir, de laisser le temps passer et de voir ce qu'il en ressort. Si Blunt avait patienté quelques mois, il aurait vu que le système de Law ne tenait pas debout, et l'Angleterre aurait évité la ruine qui s'ensuivit. Un tel équilibre et un tel bon sens ne sont pas innés. Ce sont des forces que nous pouvons acquérir au prix de gros efforts, et elles représentent le summum de la sagesse humaine. Je sais calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens. Sir Isaac Newton. Les clés de la nature humaine. La majorité d'entre nous a vécu des aventures similaires au scénario suivant. Une personne dont nous avons besoin ou dont nous dépendons ne fait pas assez attention à nous et ne nous rappelle pas. Comme nous sommes fâchés, nous exprimons nos sentiments envers elle ou nous redoublons d'efforts pour obtenir une réponse. Ou bien nous nous heurtons à un problème. Par exemple, un projet ne se déroule pas comme prévu. Donc, nous optons pour une stratégie et nous prenons des mesures appropriées. Ou bien encore, une personne entre dans notre vie et, séduit par son énergie rafraîchissante et son charme, nous devenons amis. Puis, les semaines passent et nous sommes contraints de réanalyser la situation et nos réactions. La situation apparaît sous un jour nouveau. Cette personne, qui ne répondait pas à nos appels, était débordée par le travail. Si nous avions su patienter, nous aurions évité de repousser un précieux allié. Ce problème que nous avons tenté de résoudre n'était pas si urgent, et nous n'avons fait que l'empirer en nous précipitant sur une solution. Nous aurions dû nous renseigner davantage avant d'agir. Et ce nouvel ami n'est finalement pas si charmant. D'ailleurs, avec le temps, nous réalisons que c'est un dangereux sociopathe et qu'il nous faudra des années pour nous remettre de son amitié. Si nous avions davantage pris nos distances, nous aurions vu les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. En prenant du recul sur notre vie, nous voyons que nous avons tendance à nous montrer impatients et à dramatiser. Nous remarquons des schémas de comportement sur de longues périodes qui nous échappent dans le moment présent, mais qui plus tard nous apparaissent clairement. Cela signifie que nous ne prenons pas de recul dans le moment présent. Plus le temps passe, plus nous réunissons d'informations et mieux nous entrevoyons la vérité. Ce qui était invisible à nos yeux dans le présent devient maintenant visible avec le recul. Le temps est riche d'enseignements et c'est un puissant révélateur de la réalité. Nous pouvons établir un lien avec le phénomène visuel suivant. Au pied d'une montagne, dans une épaisse forêt, nous n'avons aucun moyen de nous repérer dans notre environnement. Nous voyons uniquement ce qui se trouve juste devant nos yeux. Si nous commençons à grimper sur le versant de la montagne, nous voyons davantage de repères et leurs relations avec d'autres parties du paysage. Plus nous prenons de la hauteur, plus nous comprenons que ce que nous pensions être assez imprécis plus bas était en fait dû à une perspective légèrement déformée. Au sommet de la montagne, nous avons une vue panoramique dégagée du paysage
et une vision parfaitement claire du terrain. Pour nous, êtres humains, qui sommes enfermés dans l'instant présent, c'est comme si nous vivions au pied de la montagne. Ce qu'il y a de plus visible à nos yeux, les gens de notre entourage, la forêt environnante, nous donne une vision limitée, déformée de la réalité. Le passage du temps est comme la lente ascension d'une montagne. Les émotions que nous avons ressenties dans le présent ne sont plus aussi fortes. Nous pouvons nous détacher et voir les choses plus clairement. Plus nous prenons de recul avec le temps qui passe, plus nous ajoutons d'informations au tableau. Ce que nous avons vu 3 mois après les faits n'est pas aussi précis que ce que nous en savons 1 an plus tard. Il semblerait donc que la sagesse nous vienne quand il est déjà trop tard, rétrospectivement. Mais il existe un moyen pour que nous fabriquions artificiellement l'effet du temps, pour nous donner une vision étendue du moment présent. Il s'agit de la perspective clairvoyante, qui requiert le processus suivant. Tout d'abord, lorsque nous sommes confrontés à un problème, un conflit ou une opportunité intéressante, nous devons nous entraîner à ne pas réagir à chaud. Nous nous efforçons de tempérer notre enthousiasme ou nos peurs. Nous prenons de la distance. Ensuite, nous commençons à approfondir et à élargir notre perspective. Lorsque nous examinons la nature du problème auquel nous sommes confrontés, nous ne sautons pas sur la première explication venue, mais nous creusons plus profond et nous envisageons d'autres possibilités, d'autres motivations possibles pour les personnes impliquées. Nous nous forçons à examiner le contexte global de l'événement et pas seulement ce qui attire immédiatement notre attention. Nous imaginons du mieux possible les conséquences négatives des différentes stratégies envisagées. Nous réfléchissons à la tournure que pourrait prendre à l'avenir le problème ou l'apparente opportunité, au fait que d'autres problèmes ou difficultés qui ne sont pas visibles sur le moment pourraient soudain présenter une plus grande menace que ce à quoi nous sommes actuellement confrontés. Nous nous concentrons sur nos objectifs à long terme et nous révisons nos priorités actuelles en fonction d'eux. En d'autres termes, ce processus implique de prendre ses distances avec le présent, d'examiner plus attentivement la cause des problèmes, d'adopter une perspective plus large sur le contexte global de la situation et de regarder plus loin dans l'avenir, y compris les conséquences de nos actes et nos propres priorités à long terme. Tandis que nous suivons ce processus, certaines options et explications vont commencer à paraître plus logiques et réalistes que d'autres qui nous ont interpellés sur le moment. Nous ajoutons à cela les leçons que nous avons apprises au fil des ans sur nos propres schémas comportementaux. Ainsi, même si nous ne pouvons pas recréer tous les faits que le temps exerce sur notre pensée, nous pouvons nous en rapprocher. Souvent, les mois qui passent nous apportent encore plus d'informations et révèlent de meilleurs choix que nous aurions dû faire. Nous produisons cet effet dans le présent en élargissant notre perspective et en ouvrant notre esprit. Nous escaladons la montagne. Un point de vue aussi élevé peut nous apaiser et faire en sorte qu'il sera plus facile pour nous de conserver notre présence d'esprit au fur et à mesure que les événements surviennent. Même si cela paraît idéal, il faut admettre qu'une telle perspective est rare chez les êtres humains. Cela semble exiger un effort qui n'est pas dans nos cordes. La raison en est simple. La réflexion à court terme est préprogrammée dans notre système. Nous avons été conçus pour réagir aux événements immédiats et pour rechercher la gratification instantanée. Nos premiers ancêtres humains avaient tout intérêt à remarquer ce qui pouvait présenter un danger potentiel dans l'environnement ou ce qui constituait une possibilité de nourriture. L'évolution a conçu le cerveau humain pour qu'il n'examine pas tout le tableau et le contexte d'un événement, mais pour qu'il se focalise sur les aspects les plus dramatiques. Cela fonctionne bien dans un environnement relativement simple et au sein de l'organisation sociale de la tribu. Mais ce n'est pas adapté au monde complexe dans lequel nous vivons actuellement. Cela nous incite à remarquer surtout ce qui stimule nos sens et nos émotions et nous fait passer à côté de l'ensemble du tableau. Cela exerce un impact déterminant sur notre opinion du plaisir ou de la douleur potentiellement engendrée par une situation. Notre cerveau est conçu pour nous faire remarquer ce qui pourrait présenter un risque immédiat dans notre environnement, mais pas pour nous inciter à nous méfier des autres dangers qui nous menacent à l'avenir et qui sont plus abstraits. C'est pourquoi nous avons tendance à faire beaucoup plus attention au terrorisme, douleur immédiate,
qui méritent certainement notre attention, qu'au réchauffement de la planète, douleur éloignée, qui représente pourtant un plus grand danger puisqu'il menace la survie de la planète. Mais un tel danger semble abstrait dans le présent. D'ici à ce qu'il ne soit plus du tout abstrait, il sera sans doute trop tard. Nous avons tendance à nous précipiter sur des choses qui nous offrent une gratification immédiate, même si nous en connaissons les conséquences négatives à long terme. C'est pourquoi les gens continuent à fumer, à boire, à consommer de la drogue ou à avoir des comportements autodestructeurs, provoquant des dégâts qui ne sont pas immédiats mais dramatiques. Dans un monde complexe où une multitude de dangers nous guettent dans l'avenir, nos tendances à court terme constituent une menace permanente sur notre bien-être. Et comme notre capacité d'attention diminue à cause des effets de la technologie, la menace est encore plus grande. Par de nombreux aspects, nous sommes définis par notre relation au temps. Quand nous réagissons simplement à ce que nous voyons et entendons, quand nous passons de l'excitation et de l'exubérance à la peur et à la panique à chaque nouveau drame, quand la motivation de nos actes est de nous procurer autant de plaisir que possible aujourd'hui sans envisager les conséquences futures, nous pouvons dire que nous cédons à notre nature animale, à ce qu'il y a de plus primitif et potentiellement destructeur dans notre capital neurologique. Quand nous nous efforçons d'aller contre notre nature, de réfléchir davantage aux conséquences de nos actes et à la nature de nos priorités à long terme, nous nous efforçons de réaliser notre véritable potentiel humain en tant qu'animal pensant. Et tout comme la pensée à court terme peut être contagieuse, un individu qui incarne la sagesse de la perspective clairvoyante peut exercer un effet immensément positif sur son entourage. Ces personnes nous font prendre conscience de l'ensemble du tableau et montrent un état d'esprit que nous reconnaissons comme étant supérieur. Nous voulons alors les imiter. Au fil de l'histoire, plusieurs symboles de cette sagesse nous ont inspirés et guidés. Joseph, de l'Ancien Testament, qui pouvait lire dans le cœur des hommes et prédire l'avenir. Socrate, de la Grèce antique, qui nous a appris à être moins bêtes et plus conséquents dans nos pensées. Le brillant stratège Zhuge Liang, de la Chine ancienne, qui pouvait prédire les moindres mouvements de l'ennemi. Des dirigeants comme la reine Élisabeth Ier et Abraham Lincoln, qui étaient connus pour le succès de leur stratégie à long terme. Le très patient et perspicace scientifique Charles Darwin, qui exposa les effets du temps sur l'évolution de tous les êtres vivants. Et Warren Buffett, l'investisseur qui a le mieux réussi de l'histoire, dont le pouvoir se fonde sur sa perspective clairvoyante. Évitez si possible les contacts prolongés avec les individus ayant un cadre temporel réduit, qui passent leur temps à réagir, et efforcez-vous de vous associer à des personnes ayant une conscience temporelle étendue. 4 signes de manque de vision et quelques stratégies pour les surmonter. La plupart d'entre nous s'imaginent adopter une vision à long terme. Après tout, nous avons des objectifs, des plans. Mais en réalité, nous nous leurrons. Cela apparaît clairement quand nous évoquons avec d'autres personnes leurs projets et stratégies pour le futur proche ou plus éloigné. Nous sommes souvent frappés par leur manque de précision et l'absence de réflexion profonde qu'elles consacrent généralement à ces projets. Il s'agit davantage d'espoir et de souhait, et dans la précipitation des événements immédiats, quand nous sommes exposés à la pression et au besoin de réagir, ces objectifs et ces projets peu solides sont facilement abandonnés. En règle générale, nous improvisons et nous réagissons face aux événements alors que nous ne disposons pas de suffisamment d'informations. Globalement, nous sommes dans le déni parce qu'il est difficile de prendre du recul sur notre propre processus de prise de décision. La meilleure façon d'en venir à bout est de reconnaître les signes évidents du manque de vision dans notre existence. Comme pour la plupart des éléments de la nature humaine, la prise de conscience est essentielle. Ce n'est que si nous voyons ces signes que nous pourrons les combattre. Voici les 4 manifestations les plus répandues de la pensée à court terme. 1. Les conséquences inattendues. L'histoire regorge d'une infinité d'exemples de ce phénomène. Dans la Rome antique, un groupe d'hommes fidèles à la République craignait que Jules César n'instaure une dictature permanente et n'établisse une monarchie. En 44 avant Jésus-Christ, ils prirent la décision de l'assassiner et de restaurer la République. Dans le chaos qui s'ensuivit, le pouvoir resta vacant et Octave, petit-neveu de César, s'en empara rapidement et mit définitivement un terme à la République
en établissant une monarchie de fait. À la mort de César, il devint clair que ce dernier n'avait jamais voulu instaurer de système monarchique. Les conspirateurs engendrèrent précisément ce qu'ils avaient tenté d'empêcher. Dans l'Inde du XIXe siècle, sous le régime colonial britannique, les autorités décrétèrent qu'il y avait trop de cobras venimeux dans les rues de Delhi, mettant en danger la vie des résidents britanniques et de leurs familles. Pour y remédier, ils offrirent une récompense pour tous les cobras morts rapportés par les habitants. Bientôt, les entrepreneurs locaux se mirent à élever des cobras pour les tuer et empocher la récompense. Le gouvernement en eut vent et annula le programme. Dans une réaction de colère contre les autorités, les éleveurs décidèrent de relâcher les cobras dans les rues, ce qui aboutit au triplement de leur population présente avant la mise en œuvre du programme gouvernemental. D'autres exemples notoires incluent le 18e amendement instaurant la prohibition aux États-Unis en 1920, qui avait pour but de stopper le fléau de l'alcoolisme, mais qui eut seulement pour effet d'augmenter la consommation d'alcool. Et l'attaque surprise sur Pearl Harbor par les Japonais en 1941, censée décimer d'un coup la force navale américaine et mettre l'Amérique à genoux. À la place, cela choqua l'opinion publique américaine qui sortit de son profond isolationnisme et entraîna la mobilisation générale de la main-d'œuvre et des ressources du pays, non seulement pour battre les Japonais, mais aussi pour anéantir définitivement sa force militaire. Le succès de l'attaque produisit le contraire du résultat visé. Nous pouvons trouver des exemples moins dramatiques dans notre vie quotidienne. Nous essayons de contrôler un adolescent rebelle en fixant des limites à son comportement, ce qui a pour effet de le rendre encore plus rebelle et incontrôlable. Nous essayons de remonter le moral d'une personne déprimée en lui montrant que sa vie n'est pas si terrible et que le soleil brille, mais nous constatons que cela a seulement pour effet de la déprimer davantage. Elle se sent maintenant coupable de ses sentiments, inutile et plus seule encore dans son malheur. Une épouse aimerait que son mari se confie davantage à elle. Dans l'espoir d'instaurer plus d'intimité, elle lui demande à quoi il pense, ce qu'il s'est passé durant sa journée, etc. Il l'interprète comme de l'indiscrétion et se ferme encore plus, ce qui rend sa femme d'autant plus soupçonneuse et l'incite à enquêter, ce qui le pousse à se fermer davantage. La cause de ce syndrome qui remonte à la nuit des temps est relativement simple. Alarmés par un événement du présent, nous nous précipitons sur une solution sans réfléchir véritablement au contexte, aux racines du problème, aux éventuelles conséquences inattendues qui pourraient s'ensuivre. Parce que nous réagissons surtout au lieu de réfléchir, nos actes se fondent sur des informations insuffisantes. César ne prévoyait pas d'instaurer la monarchie. Les pauvres de Delhi méprisaient les autorités coloniales et n'apprécièrent pas de perdre de l'argent. Les Américains étaient prêts à entrer en guerre s'ils étaient attaqués. Lorsque nous fonctionnons avec une perspective aussi partielle, cela aboutit à toutes sortes d'effets pervers. Dans tous ces cas, le simple fait de prendre un peu de recul aurait révélé les éventuelles conséquences négatives qui ont paru évidentes a posteriori. Par exemple, offrir une récompense pour des cobras morts aurait forcément comme effet d'encourager les plus pauvres à en élever. Invariablement dans ces cas, la pensée humaine est remarquablement simpliste et fainéante. Assassiner César pour instaurer la République, l'action A aboutit au résultat B. Une variation sur ce thème, qui est relativement répandue dans le monde moderne, est de croire que si les gens ont de bonnes intentions, il devrait en résulter de bonnes choses. Si un politicien est honnête et bien intentionné, il obtiendra les résultats souhaités. En fait, les bonnes intentions aboutissent souvent à ce que l'on appelle des effets Cobra. Parce que les gens qui ont les intentions les plus nobles sont souvent aveuglés par des sentiments de suffisance et ne tiennent généralement pas compte des motivations complexes et souvent malveillantes des autres. La pensée inconséquente est un véritable fléau dans le monde actuel qui ne fait que s'aggraver avec la vitesse et la faculté d'accès aux informations donnant aux gens l'illusion d'être informés et d'avoir mûrement réfléchi. Voyez les guerres dévastatrices, comme l'invasion de l'Irak en 2003, les tentatives de blocage du gouvernement américain pour des victoires politiques à court terme, le nombre croissant de bulles financières, que ce soit dans les high-tech ou dans l'immobilier. Ce phénomène est lié à une déconnexion graduelle de l'histoire elle-même, car les gens ont tendance à voir les événements présents comme si c'étaient des manifestations isolées dans le temps. Que faut-il comprendre ici ?
Tous les phénomènes de ce monde sont complexes par nature. Les gens que l'on côtoie eux aussi sont complexes. Tout acte entraîne un enchaînement illimité de réactions. Ce n'est jamais si simple que A mène à B, qui mène à C, qui mène à D, etc. D'autres acteurs interviendront dans l'histoire et il est difficile de prédire leur motivation et leurs réactions. Il est impossible de prévoir ces enchaînements et de maîtriser totalement les conséquences. Mais en rendant votre pensée plus conséquente, vous pouvez au moins prendre conscience des répercussions négatives les plus évidentes qui pourraient en découler. Cela fait souvent toute la différence entre la réussite et l'échec. Vous voulez une réflexion approfondie, imaginant les permutations à plusieurs degrés, aussi loin que votre esprit puisse aller. Souvent, l'exécution de ce processus vous convaincra de la sagesse de ne rien faire, d'attendre. Qui sait ce qu'il serait advenu si les conspirateurs avaient procédé ainsi et choisi d'attendre que César disparaisse de mort naturelle ou au combat? Si ce mode de pensée est important pour les individus, il peut être plus crucial encore pour les grandes entreprises où il y a beaucoup en jeu pour beaucoup de gens. Dans n'importe quel groupe ou équipe, désignez au moins une personne dont la responsabilité sera de recenser toutes les conséquences possibles d'une stratégie ou d'une ligne de conduite, de préférence quelqu'un ayant une prédisposition au scepticisme ou à la prudence. Vous ne risquez pas d'aller trop loin dans ce processus et le temps et l'argent dépensés seront bien récompensés, car vous éviterez les catastrophes potentielles et bâtirez des plans plus solides. 2. L'enfer tactique. Vous vous trouvez empêtré dans des luttes ou combats qui semblent mener à une impasse. Mais vous avez le sentiment d'y avoir déjà investi tant de temps et d'énergie qu'abandonner serait un immense gâchis. Vous avez perdu de vue vos objectifs à long terme, ce pourquoi vous vous battez vraiment. À la place, l'enjeu est désormais d'affirmer votre ego et de prouver que vous avez raison. Nous voyons souvent cette dynamique dans les querelles de couple. Le but n'est plus de réparer la relation, mais d'imposer son point de vue. Parfois, lorsque vous êtes pris dans ces disputes, vous avez le sentiment d'être sur la défensive, d'agir de façon mesquine, vous êtes happé dans une spirale descendante. C'est le signe presque évident que vous êtes tombé dans un enfer tactique. Notre esprit est conçu pour la pensée stratégique, pour calculer plusieurs coups d'avance afin d'atteindre nos objectifs. Dans l'enfer tactique, vous ne pouvez jamais prendre suffisamment de recul pour réfléchir de cette façon. Vous réagissez en permanence au mouvement de tel ou tel individu, empêtré dans ses drames et ses émotions, tournant en rond. La seule solution est de prendre temporairement ou définitivement vos distances par rapport à ces batailles, surtout si elles sont menées sur plusieurs fronts. Vous avez besoin de vous détacher et de prendre du recul. Demandez à votre ego de se calmer. Rappelez-vous que gagner une dispute ou prouver que vous avez raison ne vous mène nulle part à long terme. Gagnez par vos actes, non par vos mots. Recommencez à penser à vos objectifs à long terme. Créez une échelle de valeurs et de priorités dans votre vie. Rappelez-vous ce qui est vraiment important pour vous. Si vous déterminez qu'une bataille particulière est effectivement importante, en vous montrant plus détaché, vous pourrez désormais envisager une réponse plus stratégique. Bien souvent, vous vous rendrez compte que certains combats n'en valent finalement pas la peine. C'est un gâchis d'énergie et de temps précieux qui devrait figurer au sommet de votre échelle de valeurs. Il vaut toujours mieux abandonner une bataille perdue d'avance, même si vous vous y êtes profondément investi personnellement. Votre énergie et votre esprit sont à considérer en priorité. Le fait de vous sentir mesquin, frustré, peut avoir des conséquences fâcheuses sur votre capacité à penser stratégiquement et à atteindre vos objectifs. Effectuez le processus décrit plus haut pour prendre naturellement du recul et mobiliser votre esprit sur le plan stratégique. Et dans la vie comme à la guerre, les stratèges l'emporteront toujours sur les tacticiens. 3. La fièvre de la bande du téléscripteur. Durant les jours qui précédèrent le krach de Wall Street en 1929, beaucoup de gens devinrent accros au boursicotage et cette addiction se matérialisait par un élément physique, le son de la bande du téléscripteur qui enregistrait électroniquement toutes les fluctuations du cours des actions. Ce bruit de cliquetis indiquait qu'il se passait quelque chose, que quelqu'un vendait ou achetait et faisait fortune.
beaucoup de gens étaient attirés par le bruit lui-même qui était comparable au battement de cœur de Wall Street. La bande du téléscripteur n'existe plus de nos jours. À la place, beaucoup d'entre nous sont devenus accros au fil d'actualité qui évolue de minute en minute aux dernières tendances, au flux Twitter qui s'accompagne souvent d'un ping, aux effets également narcotiques. Nous avons le sentiment d'être connectés au flux même de la vie, au fil des événements en temps réel et aux autres personnes qui suivent les mêmes messages instantanés. Ce besoin d'être instantanément informé possède un dynamisme intrinsèque. Une fois que nous nous attendons à recevoir des informations rapidement, nous ne pouvons plus revenir au rythme moins effréné d'avant. En fait, nous éprouvons le besoin de recevoir plus d'informations plus rapidement. Une telle impatience tend à se répercuter dans d'autres aspects de notre existence. Conduire, lire un livre, regarder un film. Notre capacité de concentration diminue, ainsi que notre tolérance envers les obstacles qui pourraient se dresser sur notre route. Nous pouvons tous identifier des signes de cette impatience dans notre propre existence. En revanche, ce que nous ne reconnaissons pas, c'est l'effet pervers que cela exerce sur notre pensée. Les tendances actuelles, dans les affaires ou en politique, sont imbriquées dans des tendances plus larges qui se déroulent sur plusieurs semaines ou mois. Ces plus longues périodes ont tendance à révéler les faiblesses et les forces relatives d'un investissement, d'une idée stratégique, d'une équipe de sport ou d'un candidat politique, qui sont souvent le contraire de ce que nous voyons dans les micro-tendances du moment. Pris isolément, un sondage ou le cours d'une action ne nous disent pas grand-chose sur les forces et ses faiblesses. Ils nous donnent l'impression trompeuse que ce qui est révélé dans le présent ne fera que se renforcer avec le temps. Il est normal de vouloir suivre l'actualité, mais fonder ses moindres décisions sur ces instantanés du moment présent, c'est courir le risque de mal interpréter l'ensemble du tableau. De plus, les gens ont tendance à réagir et à surréagir aux changements négatifs ou positifs dans le présent, et cela devient d'autant plus dur de résister pour ne pas céder à notre tour à la panique ou à l'exubérance. Voyez ce à quoi Abraham Lincoln fut confronté à une époque où la technologie ne faisait pas autant rage. Lorsque la guerre civile éclata, il regarda l'ensemble du tableau. D'après ses estimations, le Nord devait l'emporter parce qu'il pouvait compter sur plus d'hommes et de ressources. Le seul danger était le temps. Lincoln avait besoin de temps pour transformer les troupes de l'Union en forces combattantes. Il avait aussi besoin de temps pour trouver des généraux qui soient capables de mener la guerre comme il l'entendait. Mais si trop de temps passait et s'il n'y avait pas de victoire majeure, l'opinion publique pourrait se retourner contre l'effort et une fois que les rangs nordistes se diviseraient, Lincoln aurait la tâche impossible. Il lui fallait de la patience, mais aussi des victoires sur le champ de bataille. Durant la première année de la guerre, les nordistes essuyèrent une importante défaite à Bull Run, et soudain presque tous s'interrogèrent sur la compétence du président. Même les plus pondérés, comme l'éditeur Horace Greeley, pressaient le président de négocier la paix. D'autres l'enjoignaient de rassembler toutes les forces dont le Nord pouvait disposer pour frapper un grand coup et écraser le Sud, même si l'armée n'y était pas encore prête. La pression s'intensifia, car le Nord ne parvenait pas à décrocher de solides victoires jusqu'à ce qu'enfin, le général Ulysses S. Grant mette fin au siège de Vicksburg en 1863, bientôt suivi par la victoire à Gettysburg, menée par le général George Meade. Et là, soudain, Lincoln fut acclamé comme un génie. Mais 6 mois plus tard, tandis que Grant s'enlisait dans sa poursuite de l'armée confédérée menée par le général Robert E. Lee, et que les victimes étaient toujours plus nombreuses, le sentiment de panique fit son retour. Une fois encore, Greeley exhorta aux négociations avec le Sud. La réélection de Lincoln cette même année semblait compromise. Il était devenu très impopulaire. La guerre traînait en longueur. Sentant le poids immense qui pesait sur ses épaules à la fin du mois d'août 1864, Lincoln rédigea une lettre énonçant les conditions de la paix qu'il proposerait au Sud. Mais cette nuit-là, il eut honte de s'avouer vaincu et cacha la lettre dans un tiroir. « Il suffisait que le vent tourne, » se disait-il, et le Sud serait écrasé. Une semaine plus tard, le général William Tecumseh Sherman entra dans Atlanta et tous les doutes concernant Lincoln s'évanouirent à tout jamais. Grâce à sa réflexion à long terme, Lincoln avait correctement évalué les forces et les faiblesses relatives des deux camps et la tournure que prendrait la guerre.
Tous les autres furent happés par les nouvelles transmises au jour le jour depuis le champ de bataille. Certains voulaient négocier, d'autres accélérer brutalement l'effort. Mais toutes ces réactions s'appuyaient sur des revers de fortune momentanés. Un homme plus faible aurait cédé face à de telles pressions, et la guerre se serait terminée tout autrement. L'écrivaine Harriet Beecher Stowe, qui rendit visite à Lincoln en 1864, écrira de lui « Entouré par toutes sortes de revendications contradictoires, par des traîtres, des hommes sans conviction et des pleutres, par des hommes des États limitrophes et des États libres, par des abolitionnistes et des conservateurs radicaux, il les écouta tous, pesa leurs paroles à tous, attendit, observa, céda une fois aux uns et une fois aux autres, mais globalement, il continua à suivre son cap, inflexible, honnête, pour mener le navire national à bon port. Lincoln est notre modèle à tous et l'antidote à la fièvre. En premier lieu, nous devons apprendre la patience, qui est semblable à un muscle qui doit être renforcé par l'entraînement et la répétition. Lincoln était un homme extrêmement patient. Lorsque nous sommes confrontés à n'importe quel problème ou obstacle, nous devons suivre son exemple et faire l'effort de ralentir et de prendre du recul, d'attendre un jour ou deux avant de passer à l'action. Ensuite, lorsque nous sommes confrontés à des questions qui ont de l'importance, nous devons avoir une vision claire de nos objectifs à long terme et de la façon de les atteindre. Cela implique notamment d'être capable d'évaluer les forces et les faiblesses relatives des parties concernées. Une telle clairvoyance nous permet de résister aux réactions émotionnelles excessives de ceux qui nous entourent. Enfin, il est important d'avoir foi dans le fait que le temps finira par nous donner raison et de garder nos résolutions. 4. Perdu dans les broutilles. Vous êtes submergé par la complexité de votre travail. Vous ressentez le besoin de maîtriser tous les détails et toutes les tendances globales afin de mieux contrôler les choses, mais vous êtes noyé sous les informations. Si vous ne parvenez qu'à voir l'arbre qui cache la forêt, c'est le signe évident que vous avez perdu le sens des priorités. Quels faits sont plus importants? Quels problèmes ou détails nécessitent plus d'attention? Le symbole de ce syndrome ne peut être que le roi Philippe II d'Espagne, 1527-1598. Il avait un appétit insatiable de paperasse et souhaitait ardemment maîtriser toutes les facettes du gouvernement. Cela lui donnait le sentiment d'être aux commandes, mais finalement, c'est ce qui lui fit perdre le contrôle. Il ergotait sur l'emplacement des toilettes dans son nouveau château d'Escorial et sur leur distance exacte par rapport aux cuisines. Il passait des jours à tergiverser sur la façon dont il fallait s'adresser à certains membres du clergé et les rémunérer. Mais il pouvait tout aussi bien ne pas prêter suffisamment attention à des informations importantes à propos d'espions ou à des questions se rapportant à la sécurité nationale. Scrutant des piles de rapports sur l'état de l'armée turque, il pensait y voir le signe d'une grande faiblesse et décida de déclarer la guerre aux Turcs. Il avait commis une erreur de jugement. La guerre durerait 18 ans, sans avoir de règlement définitif, et assécherait les finances de l'Espagne. Un processus similaire se produisit en relation avec l'Angleterre. Le roi devait lire les moindres comptes rendus sur l'état de la marine anglaise, le soutien du peuple à la reine Élisabeth, le plus infime détail sur les finances du pays et ses défenses côtières. Après des années de telles études, en 1588, il décida de lancer son armada contre l'Angleterre, certain qu'après l'avoir suffisamment renforcée, l'Espagne serait la plus forte. Mais il omit de prêter attention aux bulletins météorologiques, qui jouent pourtant un rôle essentiel, puisqu'une tempête pouvait signifier la destruction de l'armada. Il omit aussi ce fait essentiel. Le temps qu'il compile et assimile suffisamment d'informations sur les Turcs ou l'Angleterre, la situation avait changé. Alors même qu'il semblait extrêmement porté sur les détails, il ne maîtrisait jamais vraiment tout. Au fil des ans, Philippe encombra son esprit de tant de lecture qu'il se mit à souffrir de fréquents maux de tête et d'étourdissements. Sa capacité de réflexion s'en trouva certainement diminuée et il prit des décisions qui finirent par conduire directement au déclin irréversible de l'Empire espagnol. Par certains côtés, vous ressemblez probablement plus au roi Philippe II que vous ne l'imaginez.
Dans votre vie, vous faites probablement attention à des détails qui vous paraissent importants tout en ignorant les bulletins météo qui peuvent vouer votre projet à l'échec. Comme Philippe, vous avez tendance à absorber des informations sans tenir compte de vos priorités, ce qui est finalement vraiment important. Mais le cerveau a ses limites. L'assimilation d'une quantité trop importante d'informations conduit à la fatigue mentale, à la confusion et à un sentiment d'impuissance. Tout semble revêtir le même niveau d'importance. L'emplacement des toilettes est une éventuelle guerre contre les Turcs. Vous avez besoin d'un système de filtre mental fondé sur une échelle de priorité et sur vos objectifs à long terme. Savoir ce que vous voulez accomplir en fin de compte vous aidera à faire le tri entre l'essentiel et le superflu. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Vous devez parfois déléguer, laisser vos subordonnés se charger de la collecte des informations. Souvenez-vous que vous parviendrez à un meilleur contrôle sur les événements grâce à une évaluation réaliste de la situation. Et c'est là la principale difficulté d'un cerveau qui se noie dans les broutilles. L'être humain clairvoyant. La plupart d'entre nous vivent dans un cadre temporel relativement étroit. Nous associons généralement le passage du temps à des aspects négatifs, le vieillissement et l'approche de la mort. Instinctivement, nous évitons de trop penser au futur et au passé, car cela nous rappelle le passage du temps. Pour ce qui concerne l'avenir, nous pouvons essayer de réfléchir à la tournure que prendront nos projets d'ici 1 an ou 2, mais notre pensée ressemble plus à un rêve, à un souhait, qu'à une analyse approfondie. Pour ce qui concerne le passé, nous pouvons avoir gardé des souvenirs plaisants ou malheureux de l'enfance et des années qui suivirent, mais, en général, le passé nous déroute. Nous changeons tellement d'une année sur l'autre que celui que nous étions il y a 5 ans, 10 ou 20 ans peut nous sembler totalement étranger. Nous n'avons pas vraiment de sentiment cohérent de notre identité, de sentiment de lien entre les versions de nous-mêmes à 5 ans et à 35 ans. Ne souhaitant pas nous aventurer trop loin dans cette direction, nous vivons surtout dans le présent. Nous réagissons face à ce que nous voyons et entendons et envers ce à quoi les autres réagissent. Nous vivons pour les plaisirs immédiats qui nous distraient du passage du temps et qui nous donnent le sentiment d'être plus vivants. Mais il y a un prix à payer pour tout cela. Réprimer l'idée de la mort et du vieillissement crée une anxiété sous-jacente. Nous ne venons pas à bout de la réalité. Réagir en permanence aux événements dans le présent nous fait faire des montagnes russes. Nous montons ou descendons sous l'effet du hasard. Cela ne fait qu'empirer notre anxiété puisque la vie semble passer si vite dans la précipitation des événements. Votre tâche en tant qu'étudiant de la nature humaine et individu aspirant à exploiter le potentiel supérieur de l'animal humain est d'élargir autant que possible votre relation au temps et de le ralentir. Cela signifie que vous ne voyez pas le passage du temps comme un ennemi, mais comme votre allié. Chaque stade de la vie a ses avantages, ceux de la jeunesse sont les plus évidents, mais avec l'âge viennent de plus vastes perspectives. Vous n'avez pas peur de vieillir. La mort aussi est votre amie, voir le chapitre 18. Elle vous motive à profiter au maximum de chaque instant. Elle vous donne un sentiment d'urgence. Le temps est votre professeur et votre maître. Cela vous affecte profondément au présent. La prise de conscience du fait que d'ici 1 an, le problème auquel vous êtes actuellement confronté ne paraîtra pas si important, vous aidera à apaiser votre anxiété et à revoir vos priorités. Sachant que le temps révélera les faiblesses de vos projets, vous faites davantage preuve de prudence et de discernement. En lien avec le futur, vous réfléchissez intensément à vos objectifs à long terme. Ce ne sont pas de vagues rêves, mais des buts concrets et vous avez tracé un chemin pour les atteindre. En lien avec le passé, vous éprouvez un profond sentiment de connexion avec votre enfance. Oui, vous changez en permanence, mais ces changements sont superficiels et créent l'illusion d'une réelle transformation. En réalité, votre caractère a été fixé durant vos premières années, voir le chapitre 4, en même temps que vos penchants pour certaines activités, vos goûts ou vos dégoûts. En vieillissant, ce caractère ne fait que devenir plus prononcé. Vous sentir organiquement connecté à l'individu que vous étiez autrefois vous donne un fort sentiment d'identité. Vous savez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous savez qui vous êtes.
Cela vous aidera à préserver votre amour-propre, ce qui est essentiel pour éviter de tomber dans le narcissisme et pour vous aider à développer de l'empathie. Voir le chapitre 2. De même, vous ferez davantage attention aux erreurs et aux leçons tirées du passé que ceux qui sont enfermés dans le présent ont tendance à réprimer. Comme tout le monde, vous aimez le présent et ses plaisirs fugaces. Vous n'êtes pas un moine. Vous vivez dans l'instant et vous suivez le cours de votre existence. Mais vous tirez davantage de plaisir du fait d'atteindre vos objectifs à long terme et de surmonter l'adversité. Cette relation étendue avec le temps exercera son effet sur vous. Vous serez plus calme, plus réaliste, davantage en harmonie avec les choses importantes. Cela fera aussi de vous un plus fin stratège, capable de résister aux réactions excessives inévitables des autres face aux événements qui se produisent dans le présent, et vous saurez voir plus loin dans le futur. C'est une force potentielle dans laquelle nous, les êtres humains, venons seulement de commencer à puiser. Les années enseignent ce que les jours ne savent pas. Ralph Waldo Emerson.